potentiel, on avait vu la somme de F1, de F2, de F... X moins Y, EX, plus Y moins X, EY. Y moins X, pardon. EY. Donc ça veut dire que F, vous pouvez l'écrire comme ça. X moins Y, Y moins X. Donc ça, c'est égal à D de V sur DY. Ça, c'est égal à D de V sur DX. Avec un moins, d'accord? Parce que le gradient, forcément, le gradient du potentiel. Bon, on va regarder si ça marche. Donc on va chercher X moins Y, on va chercher... j'ai inversé les deux. C'est moins dV sur dx, moins dV sur dy. On va prendre par exemple, on va chercher cette ligne-là. On commence par celle-là, c'est la plus bête. Donc je cherche que, hop là, je cherche moins dV sur dy, sur dx, pardon, est égal à x moins y. Ça me donne immédiatement que v est égal à moins a fois x, et puis le y, on s'en fiche, d'accord, plus une fonction de y. D'accord, c'est la première étape que je vous avais dit. Donc là, vous voyez bien que si on dérive, enfin, je vous écris n'importe quoi. C'est moins AX2, moins X2. D'accord, moins 1,5 de X2. Je ne sais même plus dériver ce matin. Donc ça fait moins 1,5 de X2 plus F de Y. D'accord, donc si vous dérivez, vous tombez bien sur moins X2 sur 2, ça vous vient moins X, et puis une fonction de Y. Ok. Donc troisième étape, ça c'est la première étape. Deuxième étape, je dérive. Donc ça me fait D de V moins D de V sur D de Y. À ce moment-là, vous voyez que cette composante-là s'annule. Moins de V sur dx est égal à 0 plus f' de y. Et là, à ce moment-là, ça marche, d'accord? Puisque j'ai f' de y qui est égal à 0. Ok, donc j'ai f de y qui est égal à une constante fois y. Qui est égal à y. Donc c'est égal à une constante, pardon. Et là, donc j'ai une fonction f, c'est un potentiel v qui est égal à x, et qui est égal à x2 sur 2. Voilà, c'est x2 sur 2. Puis là, il n'y a pas de composante sur y. Alors là, ça marche parce que vous voyez que quand je dérive ici sur y, j'ai bien une composante qui ne dépend pas de x. D'accord, je ne garde pas des composantes sur x. J'ai bien une composante que sur y. Si j'avais une composante ici sur x, ça ne marcherait pas. D'accord. Bon, le deuxième exemple, je crois que le deuxième exemple, il ne marche pas. Voilà, vous disposez de x sur dy également sur x, dans l'expression de p de x, c'est une fonction exprès, et calculer dp sur dx, ça revient avec l'expression de f, et en déduire l'expression de f sur dy, et voilà, c'est exactement ce qu'ils vous disent de faire. Montrer que f' ne dérive pas d'un potentiel, c'est ce qu'on vient de faire. Okay. Alors, dans l'exercice 3, il vous demande la même chose de façon un peu plus résumée, quoi. Sauf qu'il vous demandait un petit détail en plus. Donc F1 ne dérivant pas d'un F2 ne peut pas dériver d'un potentiel. Je crois que c'est la somme des deux qui nous met. Ah non, c'est pas la somme des deux. Donc on a vu que F1 ne dérive pas d'un potentiel, F2 oui, et F3 ne dérive pas d'un potentiel. Voilà. Alors ce qu'on peut... Donc l'exercice 3... Je vais vous parler de deux forces, trois forces. Donc F1, c'est égal à AY fois I. Alors, de toute façon, les vecteurs, ça peut être IJK, XYZ, ça peut être plein de choses. Hein, vous ne voulez pas pour ça. F2, c'est égal à AXI. F3, c'est égal à... Hein, AXI plus BYJ, pardon. Et F3, excusez-moi, F2
c'est AXI plus VYJ. Et F3, c'est la somme des deux. Si je ne m'abuse. Égal à I. Vous voyez, la première force, elle est portée uniquement par l'axe X. La deuxième force, elle est dans le plan XY. Et la troisième force, c'est une force qui est dans le plan, dans le troisième plan. Ok. Donc, première question, dire si chacune des différentes forces dérive d'un potentiel. C'est le cas de donner son expression. Bon, on va faire ça. Donc, premier cas, F1. Donc, F1, il a pour coordonnées. Maintenant, il a pour coordonnées AY 0 puis 0. On a deux dimensions. Ça fait AY0. D'accord. Donc, on va remonter. Donc, on cherche un potentiel V tel que F1 est égal à moins gradient de V1. Ok, c'est ce qu'on cherche. Donc, on va faire voir que, par exemple, on va poser que V. Excusez-moi. On va poser que V est égal à AY. Donc, on cherche une dérivée de AYX. Donc, F1 est égal à moins AYX plus une fonction de Y. D'accord. Donc, vous voyez, si vous dérivez, vous avez bien en dv sur dx, vous trouvez bien moins la dérivée par rapport à x, ça vous fait bien AY. C'est ce qu'on cherche sur x. Plus une fonction de Y. Ok. Ce qui nous entraîne que moins dv sur d de y est égal à moins plus ax plus une fonction de y. Et là, vous voyez que vous avez un souci, c'est que cette fonction-là dépend toujours de x. D'accord. Donc ça ne dérive pas d'un potentiel. Si ça dérive d'un potentiel, il faut que les variables soient indépendantes. Voilà, c'est ce petit machin qui fait que ça ne dérive pas d'un potentiel. Si on avait une fonction qui n'était pas de x, on aurait une force qui dérive d'un potentiel. Ça arrive, hein, toutes les forces n'arrivent pas forcément d'un potentiel. Il ne faut pas croire que c'est toujours le cas. En fait, ça se voit dès le départ parce que vous avez ici la composante en x qui dépend, qui est une composante croisée qui dépend à la fois de y et qui est portée par i. Donc, si vous voulez, elle est la composante en y, mais elle est portée par l'autre axe. Donc là, vous avez toutes les chances qu'elle ne soit pas dérivée d'un potentiel, ça. Alors, ça, c'est le F1. F2, on va essayer. Alors, F2 est déjà plus sympathique parce qu'on n'a pas ce genre de truc croisé. Le composant X est sur I, la composante Y est bien sur J. Donc, a priori, ça va mieux se passer. Enfin, on va voir, peut-être que je me trompe, mais F2, il a pour composante A, X, B, Y. D'accord. Donc, on va chercher V tel que F2 égale moins gradient de V2. Vous connaissez cette notation avec le gradient, le nabla. Ah, mais le nabla, ce qu'on appelle le vecteur nabla. Le vecteur nabla. Je vais vous le mettre en vert parce que c'est un truc important. Enfin, c'est important. C'est pas important, mais c'est une notation très courante. Un vecteur. Composant d sur dx, d sur dy, d sur dz. Donc, vous voyez, quand vous l'appliquez à un scalaire, ça fait d de v sur dx, d de v sur dy. C'est tout courant, c'est juste une façon de noter. Donc le nabla de potentiel, moins le nabla du potentiel, ça fait moins de dv sur dx, moins de dv sur dy, moins de dv sur dz. C'est le gradient, quoi. C'est vraiment tout court. Et on va chercher moins dv sur dx. Alors qu'est-ce qu'on peut trouver pour v2 ? Ce qui serait pas mal, ça serait de prendre pour A par exemple, on va prendre V2, on va essayer V2 qui serait égal à A
moins A plutôt même, est égal à moins A plus une fonction de y. Ça serait pas mal. Et à ce moment-là, si on redérive, si on redérive ça, on aurait à ce moment-là, si on dérive ça, hein, pas. Vous dérivez par rapport à y normalement, c'est ce qu'ils nous disent. Je vous dis une bêtise ou pas? Oui, oui, c'est ça, on dérive par rapport à l'autre variable, vous dérivez par rapport à y. Donc ça vous fait t de v2 sur df sur d de y est égal à 0. Donc vous avez que f de x de y est une constante. Et donc là, vous avez bien que v2, f2 dérive d'un potentiel. Non, c'est pas égal à y, c'est égal à b, je vous raconte là. C'est égal à b, c'est pas égal à 0, c'est égal à b, c'est égal à une constante. Donc finalement, le potentiel V que vous voyez ici, c'est simplement A. C'est moins A plus B. Alors attendez, en X et en Y, c'est moins AX plus B le potentiel. Moins BY. Oh. Voilà. Si vous redérivez ça, vous pouvez vérifier que ça marche. Si vous dérivez moins gradient selon X, ça vous fait bien A. Il y a une connerie là. Il y a une connerie là-dedans. Ah oui, merde. Oui, je sais, il y a une connerie. C'est que j'ai dérivé au lieu d'intégrer. C'est ça qui va pas du tout, alors attendez. Oui, c'est là qu'il y a une connerie, excusez-moi. Excusez-moi, je suis complètement à la rue. Là, il faut l'intégrer, il ne faut pas la dériver. Là, le V2, c'est un demi de la X2. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est la force d'un potentiel. Quand on est là, quand la force d'un potentiel, quand on en est là, il faut intégrer pour avoir le potentiel, il ne faut pas dériver. D'accord? Donc là, ça vous fait bien moins un demi de x2. Parce que tout le monde voit où j'ai fait une erreur. La force, elle dérive d'un potentiel. Donc si j'ai la force pour le potentiel, il faut que j'intègre. Il ne faut pas que je dérive. Et là, j'ai dérivé comme un âne. D'accord? Donc à ce moment-là, c'est égal à f' de y. D'accord? Et effectivement, quand je dérive, la suite est bonne. La suite,
la suite est bonne. Donc par contre, là, j'ai le f' de y qui était bien égal à d de vz sur plus f' de y. Ici, ça, c'est juste. Donc dvz sur d de y était bien égal à, à une constante, si vous voulez. Donc f' qui est une constante. Donc f dérive d'un potentiel qui est égal à moins ax, moins 1,5 de ax2. Moins 1,5 de x2, ça c'est juste. Moins 1,5 de x2. Carré, ce qui nous donne bien ça. Moins 1,5. Moins 1,5 de y carré. Voilà, et comme ça c'est juste. Hein? C'est une constante parce que si on dérive de y, ça fait b. Ouais. Bon, on va faire la troisième maintenant. Quand même, c'est que la troisième, elle vous dit que F3, F3 est égal, c'est la somme des deux, donc c'est A. Ça c'est loupé, ça c'est zappé. F3 est égal à A facteur de A, Y, I plus X, J. Donc, on va regarder si ce machin dérive d'un potentiel ou pas. Donc, on a F3 qui est de la forme suivante. AY et puis X. D'accord? Donc, on va faire la même chose. Ouais, c'est bien ça, c'est composante F3. C'est bien ça, c'est composante F3. Mais on ne distribue pas du coup. Ah oui, non, parce que vous avez marqué F3 c'est égal à A facteur de Y. Ouais. Donc à ce moment-là, on cherche un potentiel. Donc V3, vous voyez que c'est un potentiel qui va simplement avoir la forme AYX plus une fonction de Y. D'accord? Et à ce moment-là, quand je fais D de V, enfin moins D de V3 sur DY, je trouve une fonction qui vaut AX plus F' de Y. Et donc on peut conclure que F3 ne dérive pas d'un potentiel. Alors ça, c'est pas étonnant parce que vous aviez F1 qui ne dérivait pas d'un potentiel. Je vous rappelle qu'on a eu ça. Si vous avez F, comme le gradient est transitif, c'est-à-dire que si vous avez F1 qui est égal à moins gradient de V1, F2 qui est égal à moins gradient de V2, vous aurez F1 plus F2 qui est égal à moins gradient de V1, moins gradient de V2. Ça, c'est transitif, ça vous fait automatiquement moins gradient de V1 moins V2. Pas plus V2. Donc le gradient est transitif. Donc si on a les deux qui dépendent d'un potentiel, le troisième dépendra du potentiel V1 plus V2. C'est des dérivés, un dérivé de V1 plus V2 égale dérivé de V1 plus dérivé de V2. D'accord. Donc ça, c'est tout bêtement ça. Ok. Voilà, donc cette petite astuce, vous en rappelez, vous faites ça, vous dérivez, vous vérifiez s'il y a un truc, vous verrez intégrer selon que ça marche ou que ça ne marche pas, et vous obtenez comme ça toutes les forces que vous voulez. Donc dans le 1, il y en a plein d'exemples comme ça que vous pouvez faire. Donc si vous voulez, je peux vous donner la réponse du 1. Comme ça, ça ira plus vite. Vous avez corrigé? D'accord, ok. Bon, c'est bon. Alors ensuite, donc 6-1, c'était fait. Alors, 6-3, 6-9, vous avez fait aussi? Ouais, 6-3, 6-9. 6-9, non? Ah, ça, il est pas mal, le 6-9.
Donc le 6-9, c'est un petit problème d'énergie électrostatique. Donc le 6-9. Un problème sur l'énergie électrostatique. Donc on vous raconte que la force électrostatique exercée par une charge Q, petit q, s'exerce sous la forme petit q, grand Q, petit q, sur R2, où R est le vecteur reliant la charge Q à la charge petit q, et en posant avec epsilon 0 la permittivité du vide. Donc en fait, c'est simplement, vous avez une charge là, une charge là. Donc ça, vous l'avez vu sous une forme plus simple, hein, mais c'est toujours la même chose. Vous avez ici une force qui est là. Alors les forces sont comme ça, hein. Et donc vous avez un potentiel qui est 1 sur 4 pi epsilon 0. Alors ça, le capital epsilon 0 dépend du milieu, hein, donc c'est pour ça qu'on vous le met comme ça. Ça dépend si c'est un milieu diélectrique, le vide, etc. Petit q, grand Q sur R pour le potentiel et R carré pour la force. Donc là, il vous donne la force. Donc la force, c'est R carré fois ER. Donc là, c'est la force qui est donnée. Donc celle-là, elle dérive forcément d'un potentiel. Et donc vous avez ici un petit ER qui est un vecteur unitaire. Ok. Alors ça, c'est une force qui exerce entre deux charges nues, deux charges dans le vide, dans un métal, d'autres phénomènes qui sont de l'écrantage, cette chose qui sont en général, le 1 sur R2 est coupé, c'est un bien petit Q grand Q, hein. Il est coupé par une exponentielle de moins R qui permet de ne pas diverger, parce que vous voyez qu'il y a quand même un problème avec cette force, c'est qu'à courte distance, elle a une fameuse envie de diverger, ce qui évidemment n'est pas très physique. Donc à distance très courte en particulier, quand on regarde ce qui se passe dans les solides, dans les atomes, etc., on a un petit problème de voir cette force qui se met à diverger comme ça, donc il faut bien la couper quelque part. Et en fait, elle devient négligeable quand on arrive aux distances atomiques, il y a d'autres forces qui rentrent en jeu. Et souvent, la coupe exponentielle, un potentiel de masse Fermi, on rajoute une exponentielle de moins R sur un rayon qui, dans les solides, a une certaine valeur, qu'on appelle un rayon de masse Fermi, et qui fait qu'elle diverge plus. On l'empêche de diverger comme ça, ce qu'on appelle les coupures ultraviolettes. Pendant longtemps, ça a été un problème de savoir où c'est qu'on coupait la divergence de ce formule-là. Bon, alors il d'abord montrer que ça dérive d'une énergie potentielle. EP égale QVR, où VR est le potentiel électrostatique. Bon, on part de la force, on va le refaire, je viens de vous donner la réponse, mais bon, on va le refaire quand même. Donc, la force dérive d'un potentiel. Donc, on va faire la même chose, F est égal à... Alors là, faites attention, les gradients en coordonnées sphériques, comme c'est là, on est en coordonnées sphériques, hein. Il y a d'autres composantes qui ont coordonnées cartésiennes que je vous ai données. La première composante est la même, hein, c'est D sur DR. Donc on va chercher un potentiel qui va bien pour cette force. Donc 1 sur R2, ça doit être 1 sur R, hein. Donc c'est K, Q, petit Q, grand Q, sur petit R. D'accord. Et à ce moment-là, on a un moins dV sur dr ER, qui est bien égal à moins K, petit Q, grand Q, sur R carré ER. Alors ce qui m'embête un peu dans cette formule, c'est que vous ne pouvez pas la vérifier parce que vous n'avez pas vu les coordonnées sphériques. Et donc vous ne pouvez pas vérifier que ça dépend que de R parce que ça se vérifie en sphérique. Là, on a un coordonnées sphérique. En fait, là, le petit r est défini comme ça. D'accord, vous avez les axes comme ça, et le petit r est défini comme la distance à l'origine. Donc si vous n'avez pas vu les sphériques, vous êtes un peu embêté. Donc ça dérive d'un potentiel. Alors, tracer les choses de ce truc-là. Alors, il y a deux choses à voir là-dessus. Là, je vais tracer. Vous avez vu que le potentiel est nul à l'infini, hein.
Non, c'est pas EP, là c'est R. Là c'est EP. Ah ouais. Donc déjà, vous voyez que quand je tends vers l'infini, le potentiel est nul. De le côté, c'est 1 sur A2. Et puis, quand je proche de 0, R tend vers l'infini. Donc, je dis, il y a une divergence de ce côté-là. C'est le quotient qui tend vers l'infini. Hein? C'est le quotient qui tend vers l'infini. Ouais, c'est 1 sur R, 1 sur R carré qui tend vers l'infini. 1 sur R, entre ce potentiel-là. Alors, le problème que vous voyez tout de suite, c'est que ça dépend de la charge. C'est-à-dire qu'on va... On va supposer qu'on a une charge positive, mettons. Quand on approche de là, si on a une autre charge positive, le terme Q fois Q, ils vont se repousser. D'accord? Donc on va aller vers les énergies positives. S'il est négatif, on va aller plutôt vers les charges, par les potentiels négatifs. Autrement dit, on va avoir deux types de potentiels. Alors je suis très mauvais en dessin, je vous rassure tout de suite. Alors ça tend asymptotiquement vers 0. Et dans l'autre sens, ça fait ça. C'est le miroir, hein, si vous voulez. Donc ça, c'est les trucs qui sont en 1 sur R2. Donc ça, c'est en 1 sur R carré. C'est aussi simple que ça. Ça, c'est si j'envoie... Alors dans ce truc-là, j'ai supposé grand Q positif. Et là, je suis en train d'envoyer une charge de Q positif. Donc là, on est dans un état libre. Pourquoi? Parce que quand ma particule va arriver ici, elle va monter en énergie. Elle va monter en énergie tant qu'elle peut. Là, tu viens là, toi. Elle va monter en énergie, monter. Et au bout d'un moment, quelle que soit l'énergie d'où elle part, elle va forcément redescendre, puisqu'elle diverge là. Et donc elle va repartir dans l'autre sens. Elle va aller là, et elle repart à l'infini. Ici, on a un système un peu différent. Si j'ai Q qui est comme ça, donc qui est Q qui est négatif. Là, j'ai Q inférieur ou égal à 0, enfin inférieur à 0 plutôt. À ce moment-là, la particule va arriver là, et au contraire, ici, elle va baisser son énergie, et elle va tomber dans un état lié à ce moment-là. Alors, on ne dit pas où elle tombe, elle va tomber quelque part ici. Alors ça, c'est par exemple ce qui se passe quand vous avez une réaction chimique qui est exothermique. C'est-à-dire que toute son énergie, la particule, elle va le rendre sous forme de chaleur. Et elle tombe dans un piège ici, et là, c'est un état lié, au contraire. Ça, c'est un état lié. Alors c'est exactement la même chose que pour notre satellite qui devait s'extraire de la pesanteur. Si vous voulez extraire, vous voulez briser votre létalier, il faut chauffer pendant toute cette quantité-là. Il faut chauffer jusque là pour pouvoir briser cet allié et récupérer votre particule qui est liée. Ce qui peut faire beaucoup dans un état comme ça. Alors, si on continue, il vous pose quoi comme question? Si on modélise naïvement l'atome d'hydrogène par un électron en rotation uniforme autour du noyau, l'énergie cinétique est égale à moins EP sur 2. En déduire une estimation du rayon de l'atome d'hydrogène à partir de son énergie d'ionisation qui est de 11,13 eV. Alors, ce qu'ils veulent dire par là, c'est que votre atome d'hydrogène, en gros, il est où? L'atome d'hydrogène, on va dire que c'est un truc qui est tombé dans le trou, qui a un autre hydrogène qui est venu et qui est tombé dans le trou ici. Alors les molécules diatomiques comme ça, en général, ça a des très fortes énergies de liaison. Ça tombe vraiment profond dans le trou, c'est des liaisons covalentes qui sont assez fortes. En gros, il vous dit que l'énergie cinétique, c'est la moitié de l'énergie potentielle. Ça veut dire que notre électron, il est par là. Ça, il est là à peu près. Je vais mettre en jaune. En termes d'énergie, il est là. Voilà, ça c'est mon électron, ça c'est mon hydrogène. Dans ça, les ions chimiques, ils sont à peu près là. Okay. Et ce qu'ils vous disent, c'est que tout ça, donc si vous voulez l'extraire complètement, ça fait 13,6 électronvolts. D'accord? C'est à peu près ça qu'ils nous disent. Et ils vous disent maintenant
que l'énergie cinétique c'est égal à moins EP sur 2. Bon, ça, à la limite, c'est un facteur 2, on s'en fiche un peu. Et il dit détruire une estimation du rayon de l'atome d'hydrogène à partir de son énergie d'ionisation qui est 13,6 électrovolts. Est-ce que vous avez une idée de comment attaquer ce truc-là? Ah, c'est une bonne remarque. C'est l'intégrale, mais c'est ça qu'on a besoin, parce que nous, ce qu'on veut, c'est regarder quand il se retrouve là-bas, tout très loin. Donc effectivement, c'est l'intégrale qui compte. Vous avez raison. On compte pas. Si on comptait un état intermédiaire, ce serait l'intégrale. Vous avez raison, mais là, on compte un état qui est très loin. C'est juste être une équation. C'est juste être une équation. On prend l'énergie potentielle. Je veux pas, il y a 13,6 électrovolts. Comment il sera dans l'équation? On ne sait pas réfléchir par l'équation. Si vous posez la question, qu'est-ce que ça veut dire, enfin, par rapport à mon dessin, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'on va égaler? Ne posez pas la question des valeurs, après on posera la question des valeurs. Le 13,6 EV, ce qui vous gêne, c'est que c'est pas une unité à laquelle vous êtes habitué, mais ça c'est pas grave. Vous avez une idée au fond? D'habitude vous avez des idées, là vous endormez là. Ouais. On va utiliser l'équation avec la force en haut. Ouais. On sait qu'on a déjà l'expression de EC. On sait que EC c'est moins EP sur 2. Et du coup, ce qu'on veut, c'est le rayon. Ouais. Donc, du coup, on ne sait pas ce que ça vaut EP, donc il faut le déduire. Et EP, vous savez pas ce qu'il vaut? EP, il vaut quoi? Il est où EP dans votre exercice? Pardon? C'est dérivé d'un potentiel. Donc c'est où EP? C'est l'intégrale de F. Ouais, mais beaucoup plus. Oui, d'accord, c'est l'intégrale de F, ça vous avez raison. Mais alors dites de façon plus simple, c'est quoi l'intégrale de F? Alors je pense que c'est un truc que vous n'avez pas compris. Ce que vous dites est vrai, mais vous le connaissez déjà sous une autre forme. Je vais faire un petit encadré là. C'est quoi cette bête-là? C'est le Travail. Dans un système où il n'y a pas de perte, c'est quoi le travail? zéro. Non, ça vaut quoi? Un torrent de l'énergie. C'est quoi? Ça veut dire force extérieure. Ouais, ça c'est quand il y a des frottements. Mais quand il n'y a pas de frottement, c'est quoi? C'est plus simple que ça. C'est EP plus EC. Et c'est quoi? C'est une... C'est une constante. D'accord? C'est l'énergie mécanique est égale à une constante. D'accord? Donc quand vous me dites qu'il faut calculer ça, vous êtes en train de vouloir calculer ça. D'accord? Et si vous calculez ça, vous allez trouver quoi? Mais quand vous allez calculer ça, vous allez trouver le deuxième terme. Vous allez trouver EP. Comme il n'y a pas de frottement. EP, il est où sur mon dessin? C'est la ligne jaune. Donc là, vous êtes en train d'intégrer cette valeur-là. Et quand vous l'intégrez, vous allez trouver ça. Intégrale, c'est l'air sous la courbe. Donc vous allez trouver ça à la fin. D'accord?
Donc là, vous êtes en train de me réinventer le théorème électrostatique, si vous voulez. Donc en fait, vous avez trouvé ça. Alors une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'il faut qu'on calcule pour savoir le rayon de mon atome? Ça, c'est pas compliqué, c'est marqué dans le texte après. Enfin, même c'est plus facile, quoi. Ouais, mais c'est même plus facile que ça, parce que ça, vous me dites, c'est l'énergie potentielle. L'énergie potentielle, ça se calcule comment? C'est même là, c'est écrit là. Hein? C'est moins EP sur 2 de ce qu'on dit. Ouais, enfin oui, enfin vaguement, sur le 2 on s'en fout, mais sur le dessin par rapport, il est où le delta EP? Vous l'avez dit il y a 2 secondes. C'est la ligne jaune, le delta EP. On a la valeur. La valeur est dans le texte. D'accord. Mais une fois que vous avez le delta EP, comment vous allez remonter au rayon? On va l'isoler avec l'équation. Laquelle? Celle avec F en utilisant EP. Ouais. On passe en F par EP. Ouais. Et là-dedans, il y a le rayon. Est-ce que vous avez suivi? Il vous dit finalement, si vous avez l'énergie potentielle, c'est Q fois V. L'énergie potentielle, c'est Q fois le potentiel. D'accord? Donc là, on a le potentiel. Donc si on a Q fois le potentiel, on a l'énergie potentielle. D'accord? Mais le potentiel, il dépend de la distance. Donc on dit à la louche, on dit qu'en gros, la distance doit donner la distance entre les deux atomes. Un facteur 2 près. Parce que s'il nous dit un facteur 2 quand même. Bah, si on en sait que le potentiel, on est sur R, fois tout un blabla dessus, mais si on dit que Q fois le potentiel, c'est l'énergie potentielle, celle-là nous est donnée, donc on va pouvoir dire qu'en gros, c'est la taille entre deux atomes. C'est très grossier comme calcul, mais ça marche à peu près. C'est ça qu'il nous dit, d'accord? Donc en fait, il utilise entièrement ce théorème-là, il nous dit qu'en gros, on peut faire à la barbare des trucs comme ça avec le théorème. Ce qui évidemment est faux, hein, mais ça donne des résultats pas trop cons. Donc on va essayer. Donc, ça c'est la question 3. On va dire l'énergie potentielle de l'état lié c'est 13,6 électrovolts, c'est ça? Alors, un électrovolt, je vous rappelle que c'est 1 EV. C'est l'énergie d'un électron soumis à 1 volt. Donc en joules, ça fait combien? Ah, ça marche encore. Donc un électron à 1 volt, ça a combien comme énergie? C'est quoi la charge de l'électron? Ouais. Donc ça vous fait E égale QV. Ça vaut combien ça? Q vaut combien? Ça change d'électron. C'est tout petit, c'est 1,6 10-19 joules. Un EV c'est tout petit, mais les gens l'utilisent beaucoup parce que quand on fait l'électrostatique, c'est toujours des charges toutes petites qu'on a. Donc c'est plus facile d'utiliser les EV que les joules, on a 10 puissance moins, je sais pas combien qui traînent. Donc là, on a des énergies de 13 EV, si vous voulez. C'est mieux que de dire de 13 10 puissance moins, je sais pas combien de joules, quoi. Voilà, on est allié à l'énergie potentielle de 13 EV. D'accord? Alors, ça correspond à quoi? Donc l'énergie potentielle, c'est égal à 13 EV, et c'est aussi égal à petit k, petit q, grand Q, sur 4 pi epsilon 0 fois R. D'accord? Ben, il suffit de mettre tout ça ensemble, hein. Ça vous fait R, c'est égal à K
fois Q fois grand Q sur 4pi epsilon 0 fois l'énergie potentielle. D'accord? Alors en fait, là, on a de la chance parce que comme c'est 2 fois l'hydrogène, c'est ça? Et du dihydrogène, on a un Q on a 2 Q qui vont se barrer. C'est égal à grand c'est un petit K ou un grand K qui ont un petit K. Puis là, il y en a un en haut, on a un Q carré qui apparaît là. 4pi epsilon 0 fois l'énergie potentielle. Et comme on a de l'énergie en QV, ça nous fait K fois Q sur 4pi epsilon 0 fois l'énergie potentielle en électrovolts. Hum? Non, mais j'ai éliminé un grand Q parce que du coup, je mets mon énergie potentielle, je la mets en électrovolts. En électrovolts, c'est Q fois EV. Donc, du coup, j'enlève un carré, ça me permet d'avoir. Je la mets en électrovolts ici, et ça me permet de faire le même résultat. Alors, maintenant, il faut calculer tout ça. Donc, 1 sur 4pi epsilon 0, il me donne quoi, lui? Il me donne pas ce que ça vaut. Donc, on va aller le chercher. Donc, ça, c'est le résultat que j'ai calculé ici. Alors, pourquoi il y a un gag dans ce calcul? Je sais pas. Je vais regarder si le calcul est bon déjà. Je pense qu'il est bon. Non, je sais pas. Alors, peut-être. Ouais, QR qui s'appelle non, le calcul est juste. Le calcul est juste, donc ça doit être ailleurs. Bon, alors ils disent ensuite. Ouais. J'ai une question. Ouais. Le EP, on l'a remplacé par QV, du coup. Hum, EP, on l'a remplacé par QV, du coup, on a pu simplifier les deux Q. hum. Et du coup, pourquoi on a toujours EP à la fin du calcul? Non, parce que j'ai mis EP, c'est l'énergie en milieu V. Ah, ok, J'ai d'accord. mis un encadrement à milieu V. Oui. Mais en fait, le calcul, ça m'intéresse de trouver le bon résultat quand même, parce que là, je sais pas ce qui se passe, mais parce que 10, là, on a un 10-19, là, on a 10-11, ou alors c'est la permittivité du vide qui est pas la bonne. Mais moi, je la trouve à 10-12, la permittivité du vide. Donc, je vais pas chercher là sur Internet, c'est ce qu'il vous donne. Donc, ensuite, on vous dit qu'on envoie des électrons sur une feuille d'or. Donc, ça, c'est une expérience importante, ce qu'on appelle l'expérience de Rutherford. Donc, il a envoyé un paquet d'électrons, des ions d'électrons, sur une feuille d'or. Et l'idée, c'était de montrer qu'on avait des atomes dans une feuille d'or. Donc, si vous n'avez pas l'atome, vous avez une diffusion continue. Et en fait, là, vous voyez des tâches qui sont dues au fait que les atomes diffusent les électrons et les diffusent plus près que les endroits où il y a des électrons de la masse dense. Donc, vous avez des tâches qui apparaissent qui correspondent aux endroits où il y a de la masse dense par rapport aux endroits où vous n'avez pas de masse. Et il vous dit à quelle distance minimale peuvent-ils approcher de noyau des atomes d'or. Donc vous avez exactement la même formule, c'est-à-dire que vous avez finalement une énergie potentielle qui est la même, qui est petit q, grand Q sur 4pi epsilon 0 R. 0 R. Sauf que cette fois, vous avez ça, c'est l'énergie cinétique des électrons. D'accord? Enfin des noyaux, ici dans ce cas-là c'est des électrons d'hydrogène, des noyaux. Si vous pouvez estimer l'expression de EC, par exemple. EC est donné. EC est donné. Ils arrivent à 15 000 km/h, km par seconde. Donc ça vous fait que la distance minimale, on approche. Ça vous fait R min égale à petit q, grand Q sur 4pi epsilon 0, énergie cinétique. Voilà.
Alors, ensuite, on vous demande un truc un petit peu subtil, qui est de construire un carré cube, un carré avec des atomes d'or, pardon. Alors, ce à quoi il faut faire attention ici, c'est dans quel ordre vous construisez votre carré. Alors, si vous prenez deux charges comme ça, qui sont à une distance A, vous avez une énergie potentielle qui est facile, c'est petit q, grand Q, sur 4 pi epsilon 0, epsilon 0, R, d'accord. Et quand on sort à l'infini, la vitesse, vous avez 1 demi de m v carré à l'infini, qui est égal à petit q grand Q sur 4 pi epsilon 0, R du départ, si vous voulez. Donc ça vous donne simplement que v à l'infini est égal à 2 petit q grand Q sur 4 pi epsilon 0 m sur le rayon, la distance au départ. Ça, je pense que tout le monde aurait trouvé. Plus compliqué, enfin plus compliqué, c'est quand on va considérer des systèmes du type carré. Je veux dire un système du type comme ça. Donc je mets un atome au sommet de chaque carré. Alors ce qui se passe ici, c'est qu'il faut faire attention à ne pas dire je mets 4 carrés et je compte l'interaction de chaque carré entre eux. Parce que quand on fait ça, on compte deux fois la même interaction. Par exemple, vous allez compter celle-là avec celle-là, celle-là avec celle-là, puis vous allez recompter celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là. Ouais. Et donc si vous comptez... donc si vous comptez un carré comme ça, vous allez compter deux fois chacune des interactions. Parce que vous allez compter celle-là, 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 puis vous allez recompter celle-là avec celle-là et celle-là avec celle-là. Donc c'est plus compliqué que ça. Donc en fait, l'astuce pour faire ça, c'est de compter d'abord, vous comptez de l'infini, vous amenez la première particule, puis vous amenez la deuxième particule, vous comptez son interaction avec la première, puis vous amenez la troisième particule, vous comptez son interaction avec la première, la deuxième et la troisième, etc., etc. Ce qui fait que vous êtes obligé de compter comme ça qu'une fois les interactions avec les particules. Ok ? Donc on va faire ça comme ça. On va amener la première particule. Mais vous avez EP qui est égal à 0, puisqu'elle est toute seule. D'accord ? La deuxième particule, vous avez EP qui est égal, on va compter ça en V0, d'accord ? C'est égal à V0 sur R, avec V0 qui est la petit q grand Q sur 4 pi epsilon 0. D'accord ? La troisième particule, elle a une interaction EP est égal à V0 sur grand R, plus V0 sur grand R racine de A, grand R racine de 2. Ça, c'est pour tenir compte du terme qui est en diagonale ici. D'accord ? Et la quatrième particule, vous me dites si j'en oublie, hein. La quatrième particule, elle a une interaction avec lui, donc ça me fait 2 fois V0 sur R, plus là, et l'interaction avec lui, donc ça me fait plus V0 sur R racine de 2, et je pense que j'en ai pas oublié. A priori, j'en ai pas oublié. J'ai deux diagonales, etc. Donc l'énergie potentielle totale, c'est égal à V0 sur R, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'ai 4 V0 sur 2R, plus 2 V0 sur R racine de 2.
Donc c'est égal. Alors si je simplifie un peu les choses, ça me fait 2 V0 sur R, facteur 2, 1, plus 1 sur plus 1 sur racine de 2. Est-ce que c'est juste ça? Oui, je crois que c'est juste. Donc nous avons ça avec V0. Au 4 pi epsilon 0 plus R. Ok, c'est bon pour tout le monde, ça? Voilà. Donc on obtient ici cette chose-là. Bon, maintenant, ils vous disent qu'on va, lancer ces particules à l'infini. D'accord? Donc, on va compter un peu cette énergie potentielle. Donc, on a l'énergie potentielle, c'est l'énergie cinétique au carré. OK? Donc, quand on les lance à l'infini, comme il se doit les dénominateurs, donc ça nous fait 4 V0 sur R carré. Je vous dis une bêtise là. Non, c'est 1 plus. Tu vois ce que j'ai fait là? 1, 2, 3, 4. Puis là, j'obtiens ça, quoi. Et après, c'est fini. Là, c'est exactement ce que j'ai écrit avant, tu vois. 1 plus 1 sur racine de 2. 2 racine de 2 plus 1 sur racine de 2. Tu vois, 0, 1 sur R, 1 sur R plus 1 sur racine de 2. 2 fois sur R, parce que j'en ai des deux côtés, plus 1 sur R racine de 2. C'est exactement ce que je t'ai montré là. Il marche plus. C'est exactement ce que je t'ai montré là. Après, je fais la somme de tout ça et ça me donne ça, complètement. D'accord? Donc je les compte et quand je les mets en facteur, ça me donne ça. En fait, c'est juste que je les mets en facteur. L'introduction, c'est vrai, il faut penser à le faire comme ça. Hein? Ben parce qu'il vous le dit. Parce que si vous le dit pas, en général, on commence à compter les 4 particules d'un coup et là, on peut prendre un facteur de. Ouais. Après, on a compté que 4 interactions. Qui compte 1, 2, 3. La première, c'est 0. La deuxième, c'est 1. La troisième, c'est 2. La quatrième, c'est 3. Mais tu as compté qu'une. Si tu regardes chaque bras, il est compté qu'une fois. Si tu prends les 4 d'un coup, tu verras qu'il y a des bras qui comptent 2 fois. Oui, on prend en 5. Ouais, et ça te emmerde. Parce que si tu prends 4 bras d'un coup, tu verras qu'il y en a un que tu comptes là et que tu recomptes après. Donc ça te fait un piège, ça. Voilà. Alors maintenant, ils vous disent un truc aussi qui est un autre exercice qui est intéressant. Ils vous disent qu'est-ce qui se passerait si on prend 2 charges qu'on place comme ça sur un le long de l'axe. Et ça s'est déconnecté, mon cœur, oui, c'est barré carrément. Donc j'ai 2 charges que je place en -A, en 0A et 0 -A. Donc j'ai plus A et j'ai moins A. Et je regarde ce qui se passe. Et on cherche une charge Q qui est sur l'axe X. D'accord? Voilà. Ça, c'est. Vous avez plein de façons de le faire, mais une des façons de le faire, c'est ça. Je vais déplacer ma charge Q, du coup. Hop, on va la mettre là, c'est plus facile. Voilà. Donc, on vous demande de tracer l'énergie potentielle de cette charge. Alors, il y a un truc qui est facile. Déjà, elles sont toutes pareilles, les charges. Non, c'est grand Q, c'est pas tout à fait la même. Enfin, ça ne change pas grand-chose. Si on a une charge, on a l'autre facilement.
Hein? Si on trace pour une charge, on aura l'autre facilement. Vu que si tu fais de l'autre côté de Ouais, l'axe, ouais, c'est pas faux. Ouais. on a Mais besoin en fait, même calculer les deux, c'est pas dur parce que vaut mieux calculer les deux parce qu'on a la symétrie dans le calcul aussi. Ah, ok. Ouais. Donc on vous dit si elles sont de même signe ou de signe opposé, ça. Dans le cas où Q et grand Q sont de même signe ou de signe opposé. Bon, alors on va calculer déjà, grand Q est là, grand Q est là. On va calculer le premier cas. Grand Q positif et petit q négatif. Bon, ce qui compte, c'est la situation de même signe ou pas le même signe. Positif ou négatif, on s'en fout. Donc, il faut remarquer qu'ici, on a un triangle rectangle. Quand même, ici, on a une longueur A. Et ici, on a une longueur X, on va mettre. D'accord. Donc, je vous rappelle que ici, sur une distance D, pardon, on a D au carré qui est égal à X au carré plus A au carré. OK. Ça, il faut s'en souvenir. Donc, si je cherche le potentiel, ben, je cherche simplement... Alors, ce que vous voyez, c'est que le potentiel est simplement doublé ici. D'accord. Donc, j'ai le potentiel en X qui est égal à 2 fois Q sur 4 pi epsilon 0 X au carré plus A au carré. D'accord. Je ne dois pas trop me tromper là-dessus. Et donc, c'est égal... donc, l'énergie potentielle est égale à 2 petit q grand Q sur 4 pi epsilon 0 X carré plus A carré. Voilà. Bon, ça c'était pas bien sorcier comme truc. Stock. Et stock. Alors, évidemment, là où je me suis planté, c'est que là, il faut mettre un signe moins parce qu'on a dit que Q était négative. D'accord. Donc, si je trace ça, alors évidemment, à grand X, vous voyez que c'est simplement un truc en 1 sur X, moins 1 sur X, d'accord, à grand X. Et à petit X, ça tend vers, vers 1 sur A, 1 sur racine, 1 sur A. Donc, ça tend vers une constante à petit X, d'accord. Donc, en fait, ça part de là, 1 sur A. Donc, ça fait un truc qui est vaguement comme ça, quoi. Ouais, ça part n'importe où, je dis ça, j'en sais rien. Ouais, c'est très très mal dessiné, enfin, c'est vraiment un truc comme ça. Asymptotiquement, ça tend vers 0. Et puis si maintenant, si je prends pour Q positif, vous avez EP qui est la même chose mais avec un signe opposé. EP qui était à 2 grand Q petit q sur 4 pi epsilon 0 X au carré plus A au carré. Même chose, ici ça tend vers 1 sur A, là ça va tendre vers les mêmes valeurs mais en symétrique. Alors ça, la dérivée ici, je pense qu'elle tend vers un truc qui plat, je pense, non. Ça tend vers 1 sur A mais de façon plate ou pas plate, je sais pas. On va calculer la dérivée de ce truc là, pour savoir comment ça tend vers 0. C'est pas bien ça tend vers façon plate ou pas. Quelqu'un peut le dériver vite fait, non? Non? Ouais. Hein? On va voir. En fait, il faut dériver 1 sur racine. Ça tend vers 0, x égale 0, ça je pense.
Ben, quand vous... Oh, je reste là. Quand vous dérivez ça, regardez. Vous avez un truc. L'énergie potentielle. Non, mais vous avez un truc. Je dérivais ça, donc vous avez un truc qui est essentiellement 1 sur x carré plus a carré avec une racine carrée, d'accord? Donc si je veux dériver ça, ça fait n u n moins 1 u prime, d'accord? Donc ça vous fait moins 1,5 x carré plus a carré facteur moins 3,5, ok, fois u prime qui est 2x. Vous êtes d'accord avec moi? Donc ça fait moins x, parce que les ennemis simplifient avec les 2x, sur x carré plus a carré, puissance 3,5. D'accord. Et quand vous faites tendre vers 0, ce temps-là tend vers A et ce tend vers 0. Donc a priori, la dérivée est plate en 0. Ça veut dire que notre truc, il doit tendre vers ça en 0, il arrive platement ici. Et en infini, vous voyez par contre, en infini, c'est le x qui l'emporte, il est en 1 sur x, donc il tend vers 0 aussi. Ça veut dire qu'il arrive platement des deux côtés. Il tend horizontalement des deux côtés. Le point d'abstraction, je ne sais pas où il est, mais il est quelque part. Donc vous avez pour Q grand Q supérieur à, pour Q grand Q positif, c'est un état lié. Un état libre par contre. Vous avez une particule qui va arriver puis qui va repartir. D'accord. Et pour Q grand Q pour Q petit Q grand Q négatif, c'est un état libre. Alors c'est l'inverse que je vous dis, c'est un état, ça c'est un état lié. Donc la particule arrive, elle tombe là-dedans. Si elle n'a pas assez d'énergie, elle va rester coincée là-dedans. Si elle a beaucoup d'énergie, elle peut ressortir tout le temps, ça se passe aussi. Mais si elle n'a pas suffisamment d'énergie, c'est un état lié. Alors on peut qualifier deux choses. Alors, un état lié, c'est si elle a son énergie ici. Ça, c'est des états liés. À partir de là, c'est des états libres. Pour C supérieur ou égal à 0. D'accord. Tout cela, ils sont liés, ceux-là, ils sont libres. Ok. Même pour des charges de même nature, elle n'est pas obligée de rester dans le puits si elle a assez d'énergie cinétique. Elle peut en ressortir. D'accord. Par contre, pour des charges du même signe, elle va toujours ressortir parce que le potentiel tend vers le haut. Ok. Dans un état lié, elle peut ressortir, même si elle peut tomber dans le trou et en ressortir. Par contre, pour les particules du même signe, il n'y a pas de trou. Elles sont obligées d'en ressortir. Ok. Donc voilà ce qu'on proposait sur cet exercice. C'est assez intuitif ces problèmes-là, donc c'est pas très compliqué, mais c'est assez intuitif. Alors il y a un exercice que je voulais complètement vous faire quand même, c'est important. L'exercice numéro, je sais plus. J'ai noté quelque part d'ailleurs. Il est où mon pendule? Le 7-2 dit le pendule 7. Antonin Petit-Roserie. Excusez-moi. Donc, je coupe le son. On a EP qui devient égal à EC. Donc pour chaque bille,
on a EC qui est égal à EP sur 4. Donc il est égal dans mon cas. Donc si on groupe les termes, élevé au racine de 2. Voilà. Et fois un quart. Ça c'est un quart qui vient ici de celui-là. Et ça c'est égal de 1 plus 1 demi. Et donc, vous obtenez immédiatement que V carré est égal à 2 V0 sur M R au carré, facteur de 1 plus 1 demi. Hop. Voilà le résultat. C'est bon? Si vous voulez que je reprenne, je reprends depuis le début. C'est bon? Vous avez l'air dépité. Hein? Ça vous avez pas suivi. Hein? Non, mais vous n'êtes pas beaucoup, donc si vous voulez que je reprenne, je reprends. Ce qui est compliqué, c'est la façon dont on amène les particules. Je vais juste expliquer comment on amène les particules. Après, ça vous paraîtra simple. Le jeu, c'est simplement... J'amène une particule. Son énergie, c'est 0. J'amène deux particules. L'énergie, c'est petit Q au carré sur R. D'accord? Ça, c'est facile. J'amène trois particules. L'énergie, c'est Q au carré sur R. Pour ce chemin-là. Plus ce chemin-là qui existe aussi. Celui-là, il fait Q au carré. Mais la distance, cette fois-ci, c'est R racine de 2. C'est la diagonale d'un carré. Ça fait R racine de 2. Ok. Plus, maintenant, je rajoute une quatrième. Je compte le premier trajet, Q carré sur R, plus le deuxième trajet, Q carré sur R, plus son trajet en diagonale. D'accord? Chaque fois, je compte les trajets. Puis la dernière, 1, 2, 3, 4. Un trajet, deux trajets, trois trajets, quatre trajets. Donc j'ai EP. Le premier, c'est Q sur R. Le deuxième, c'est Q sur R racine de 2. C'est une diagonale, celui-là. Le troisième, c'est Q sur R. Celui-là. Q sur R. Q sur R racine de 2. Q sur R et Q sur R. Voilà. Ok. Donc j'en ai trois aussi pour celui-là. Et donc, il faut que je fasse la somme de tout ça. Et si j'en avais mis un cinquième, j'aurais fait 1, 2, 3, 4, 5. Puis l'énergie totale, c'est que je somme tout ça, quoi. Je les amène une par une, et puis je fais la somme. Et donc, à la fin, j'obtiens toutes ces sommes qui sont marquées. Tiens, j'obtiens ça, voilà, j'obtiens ça. Alors, pourquoi j'ai oublié la racine de 2, là, je sais pas. Là, il y a la racine de 2 qui traîne, il ne faut pas l'oublier. Il y a la racine de 2 qui traîne, que j'ai oublié, d'une page à l'autre. Et toi, après, si je te remonte, regarde. Ce que j'ai, tu vois, 1, 1, 1, tu vois, je fais les sommes. Après, j'écris que ça, c'est égal à l'énergie cinétique. Et ça me sonne tout bêtement la vitesse, après. C'est tout bête, hein, c'est vraiment... Faut juste penser, par contre... Merde. Donc, le 7-2... C'est le pendule simple. Exercice extrêmement important. Que les pendules diharmoniques, vous en trouverez dans toute la physique
y compris en mécanique quantique, on le trouve partout. Il y en a parmi vous qui veulent faire de la physique ou c'est juste un passe-temps? Qui peut le faire. Vous êtes tous en info, c'est ça? Hein? Ouais, pauvre de vous. Mais ça, c'est un exercice qui se programme très bien en maths. Ça. En info, je veux dire, c'est un exercice qui se programme très bien parce que. Bon, dans 2 mois, vous faites plus de physique de votre vie, c'est bien. Finissez bien quand même, je veux dire. Finissez toujours bien. Ça peaufine votre dossier. Vous avez vu l'histoire de Grenoble, là, qui est quand même pas mal. Hein. Ouais, la semaine dernière, il y a eu une grande attaque, une grande cyberattaque sur Grenoble, sur la fac. Et vous savez par où ils sont rentrés? Par l'Ensimag. Ouais. C'est la meilleure quand même. C'est un peu cocasse. Et c'est un truc sérieux, on a reçu des mots comme quoi il fallait changer tous les mots de passe, etc. À l'Ensimag, ils ont dû éteindre toutes les machines. Les étudiants les ont renvoyés chez eux pendant 2 jours. Et là, ils redémarrent tout doucement. C'est vraiment un gros gars qui est sérieux quand même. Quoi. Ils ont envahi la fac et tout. Enfin, c'était assez. Bon. Moi, je trouve que pour l'Ensimag qui se parle d'avoir les meilleurs masters de cybersécurité, c'est quand même assez marrant. Quoi. Ouais, ils ont attaqué l'Ensimag, les mecs. Là. Ils sont rentrés. Et depuis après, ils ont envahi la fac, ils ont tout envahi. Non, ça me fait rire, parce que j'ai reçu un coup de fil de mon fils, il m'a dit, tu sais pas, papa, l'Ensimag a été attaqué, ils l'ont renvoyé chez nous, on est en vacances. Non, mais l'Ensimag, c'est les écoles d'info, si vous voulez, donc c'est quand même un peu... Si, ils ont un master de cybersécurité qui est le plus coté de France, quand même. Quoi, donc, il y a 2 trucs qui sont très à la mode en ce moment, c'est la cybersécurité et la bourse. Donc si vous voulez trouver du boulot, vous faites ça. Quoi. Mon fils, il avait été approché par la DGSE pour faire la cybersécurité. Vous voulez l'embaucher pour ça. C'est marrant comme truc. C'est bien payé, il paye 15 000 € par an pour les études. C'est pas mal. Pour les études. Ouais. Et après, il payait 3 000 € par mois. Quoi. Et ça, il trouvait que ça faisait pas assez, donc il a dit non. Là, ils sont en manque d'informaticiens. Mais là, ils payaient 3 000, donc ça ne fait pas assez. On connaît à 2600, ils sont recrutés par la DGSE. Voilà, ça n'intéressait pas pour ça, ça payait pas assez. En tout cas, Ensimag, ils vont tous faire de la finance à des salaires absolument mirobolants. Bien sûr, il y a des tas de gens qui font des programmations de circuits, de dynamique, de machin et tout. D'ailleurs, ça, c'est proche de la physique, hein, des programmes de logiciels, de prédiction de flux, etc. Ah oui, là-bas, ils gagnent des fortunes, ils gagnent leur salaire à 30 ans, les mecs. Il faut être bon, hein, ceci dit, c'est pas... Non, mais en info, l'Ensimag, c'est 2 écoles en France. Hein. Je veux dire, comparé à l'INA+, c'est pas un peu... À quoi? Comparé à l'INA+, en Polytechnique, Centrale, Corée, un truc comme ça. C'est pas le même public, c'est-à-dire pour faire de l'info pure, ils peuvent prendre un mec de l'Ensimag plutôt qu'un X. C'est pas le même public, quoi. À une époque, l'Ensimag était une école d'application de l'X, si vous voulez, parce que c'est... Non, c'est pas le même public. Ils sont compétitifs sur certains domaines. Ils le sont pas sur tous, c'est-à-dire qu'un X est plus compétitif si vous allez faire du business ou des trucs comme ça. Mais sur un créneau d'informatique pure, c'est clair que c'est l'Ensimag les meilleurs. Après, si... sur d'autres choses, c'est vrai que les autres écoles sont plus généralistes, c'est clair. Mais sur un créneau d'informatique pure, c'est ça qu'il faut faire. Quoi. Et donc un X sera moins informé en informatique, c'est clair. Bon, si vous voulez rentrer, de toute façon, il faut faire des maths d'abord. C'est le premier truc à faire. Bon. Donc un pendule, vous savez ce que c'est, vous en avez vu un partout. Hein. C'est ça. C'est un truc qui oscille comme ça. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... ils vous disent, écrire l'équation différentielle du mouvement en coordonnées polaires. Alors, quand vous n'avez pas vu les coordonnées polaires, c'est un peu compliqué. Mais on va quand même vous le faire. Alors, donc le pendule, il oscille comme ça, hein, d'accord?
comme ça, puis dans l'autre sens, éventuellement. Alors, on va regarder les forces qu'il y a dessus. Premièrement, il y a la masse. Et puis ici, il y a la tension du fil. Puis il y a quoi encore? Et une accélération qui est tangentielle, qui est normale, celle-là en l'occurrence, et une accélération normale qui est comme ça. On va faire un gros dessin de ce bazar, hein, pour s'en sortir mieux. Voilà, puis je vais mettre 2 axes quand même pour projeter mon bordel. Là, boum. Je vais mettre en jaune, bourrico. Alors si je mets UR comme ça, Uθ est dans l'autre sens. Moi, je fais Uθ est dans l'autre sens. Bon. Voilà. Et puis en haut, j'ai θ. Donc j'ai θ par là. Voilà. Première chose difficile, remporter les angles. Donc, bon, ben, suffit maintenant, on va reporter les trucs, hein, la relation fondamentale de la dynamique. Somme des forces égale ma. Donc vous l'écrivez comme ça, vous l'écrivez que M AX AY est égal. Alors AX, non c'est AR si vous voulez à θ, bon c'est pareil. Vous arrivez à, donc vous avez ici moins AN, alors on va écrire ici AN, et puis ici on a alors MG, alors ça c'est un cosinus θ ici, d'accord, pardon, excusez-moi, plus MG cos θ, et le AY, vous avez seulement une composante ici qui est MG sinus θ. Ok. Je crois que c'est tout ce que j'ai. Et ça, c'est pas une force, c'est une accélération, donc elle va passer de ce côté-là. Voilà, ça c'est bon. Alors, juste un truc qu'il faut se rappeler, peut-être qu'on ne vous l'a pas appris en cours, c'est l'accélération dans un circuit, d'un mouvement circulaire. On vous l'a appris ou pas? Non. Donc l'accélération normale, l'accélération centrale, je dirais l'accélération normale, c'est R θ point carré. Ok. Donc ici, ce qu'on obtient, c'est que M AX, c'est égal à M, je vais vous le mettre en dessous, moins, on va regarder, plus MG sinus θ. Et θ. Bon, je sens que vous avez envie de partir, donc je vais vous laisser partir. Vous avez l'air tout dépité. Est-ce que vous avez des questions? Donc on obtient, en appliquant
Oh, viens là, tu m'énerves. Donc si on applique la suite somme des forces égale M1, on obtient que M, l'accélération normale, c'est simplement M R oméga θ point carré. Puis l'autre côté, c'est V, c'est θ point point. C'est égal, alors d'un côté, on avait, de ce côté-là, on avait mg cosinus θ. De ce côté, on avait moins, plus on avait. Là, il manque un R quelque part. Là, il manque un R. Sinon, c'est pas homogène. Alors maintenant, ces équations, on va pouvoir en faire quelque chose. On va s'occuper d'abord de la première. La première équation, elle va nous donner la chose suivante. C'est que R θ point point est égal à moins mg sinus θ. Ce que je peux écrire de la façon suivante. Θ point point plus g sur R sinus θ est égal à 0. Je suis trompé ou pas alors? R θ point point, c'est bien une accélération. C'est une accélération. Ça, c'est une accélération. Donc, ça doit aller. Ça va. Alors, est-ce que quelqu'un a une idée de comment s'en sortir de ce bazar? Alors, est-ce que vous reconnaissez quelle forme ça a, ce truc-là? Ouais. Alors, celle-là, est-ce que vous savez la résoudre? Allez. Ouais, en fait, elle a un problème, c'est qu'elle n'est pas linéaire, parce qu'il y a un θ dedans. Et ça, c'est très emmerdant d'avoir un θ dedans, parce que ça me fait un truc qui n'est pas tractable. Parce que normalement, vous avez des équations qui sont linéaires, c'est-à-dire dans lesquelles vous avez un terme f de x égale un polynôme de x. D'accord? Et ça, c'est emmerdant. Donc, ben, pour ça, il va falloir qu'on fasse autrement. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un développement limité, que vous avez peut-être vu en maths. Deuxième semestre. Pour le deuxième semestre, ça fait un développement limité. Limité, qui vous dit que pour θ petit, on a sinus θ qui est de l'ordre de θ. D'accord, ça se vérifie assez bien en fait. Et à ce moment-là, vous obtenez une équation dans le type θ point point plus 2g sur R θ de l'ordre de 0. Oui, c'est ça, point point ici. Alors ça, par contre, il faut connaître la solution. Ça, c'est une équation très standard. Et je pense que vous connaissez la solution de cette équation. Non?
petit conseil, encore une série de trucs et astuces. Quand vous avez un truc du type y seconde égale plus ou moins y, vous n'avez pas le choix. C'est soit une exponentielle, soit un sinus, cosinus, tout ce que vous voulez. D'accord. Alors là, il faut avoir un peu de bon sens. Exponentielle, c'est-à-dire que votre angle est en train de tourner de plus en plus vite. Alors, comment on reconnaît les deux? Quand vous avez un cosinus, les signes alternent. Donc ça fait plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins. L'exponentielle, le signe alterne pas quand vous dérivez, c'est toujours le même signe. Donc si vous voyez que la dérivée seconde a un signe différent de la fonction, c'est forcément un cosinus. C'est-à-dire qu'il a changé en cours de route le signe. Si c'était une exponentielle, il aurait toujours le même signe. Donc si j'ai y, si j'ai y qui est égal à moins y seconde qui est égal à moins y, c'est un cosinus ou un sinus. Pourquoi? Parce que la dérivée a changé de signe quand elle tourne. Vous voyez, si j'ai y' égale plus y, ça c'est une exponentielle. C'est-à-dire que quand je vais dériver, ça n'a pas changé de signe, ça continue à être plus. D'accord? Quand j'ai dérivé un sinus, j'ai changé de signe, j'ai fait sinus, moins cosinus, sinus, cosinus, cosinus, moins sinus, etc. Donc ça a pu changer de signe. Si ça n'a pas changé de signe, c'est un exponentiel. D'accord? Donc ici, cette solution, c'est quoi? C'est un sinus ou cosinus, comme vous voulez. Donc θ égale sinus oméga t plus phi. Alors, il y a deux choses à voir. D'abord, oméga, c'est égal à quoi? Monsieur est connaisseur. Mais à part ça, dans l'équation, il est où le oméga? Là-dedans. G sur R θ. Non, pas G sur R θ, G sur R tout court. Alors, c'est 2pi sur oméga qui est égal à G. 2pi, oméga, c'est 2pi fois G sur R, je crois, c'est ça. C'est R sur G qui est un temps. Donc, c'est 2pi G sur R qui est oméga. Et ça, G sur R, c'est 1 sur un temps. Et la racine carrée sur oméga carré égale 2pi G sur R. Et phi 0, alors, vous le fixez comment? Phi 0, vous le fixez comment? Ouais, pourquoi? Ben, vous dites que t égale 0. Voilà. Il n'a pas bougé, mais il a un angle. Phi égale phi 0, qui est égal à l'angle de départ. D'accord? Donc vous gardez phi 0, c'est arbitraire, ça. Il ne peut pas partir de 0. Sinon il ne filerait pas. D'accord? Donc votre solution, c'est bien θ égale sinus oméga t plus phi 0. Voilà, ça c'est la solution la plus simple de l'oscillateur harmonique. Alors, il y a deux commentaires à faire là-dessus. Le premier, c'est que vous avez un système dans lequel vous avez ici et quelque chose qui est intéressant, c'est que vous voyez que la période est en G sur R, et en particulier, la période ne dépend pas de l'amplitude. D'accord? Alors ça, c'est très très important. Pourquoi? Parce que si vous voulez faire des vieilles horloges comme votre grand-mère faisait, je sais pas si vous avez déjà vu des très vieilles horloges chez votre grand-mère avec des très très grands pendules comme ça qui balançaient, qui donnaient la constante de temps. C'est très intéressant qu'elle ne dépende pas de l'amplitude, parce que comme ça, quand votre pendule ralentissait,
elle donnait toujours la même base de temps. Même quand l'amplitude ralentissait, vous donnez toujours la même base de temps. Donc même quand elle s'arrêtait, vous aviez toujours une seconde tous les temps balanciers, etc. Par contre, ça a une limitation, c'est que c'est vrai que quand θ est petit, on avait un TP comme ça, vous voyez que ça marchait pour les θ petits. Quand θ devenait grand, ça devenait en fait en TQ ou un truc comme ça. Donc ça marche que pour les petites oscillations. D'accord. Après, vous en avez sur un TQ. Alors, faire le calcul pour les oscillations plus grandes, ça c'est très compliqué. Ça se fait, mais c'est assez compliqué. D'accord. Donc c'est pas, enfin on le faisait avant, mais c'est pas très conseillé, c'est pas très fréquentable. Ok. Mais vous voyez que ça, dans les petites oscillations, ça donne un résultat assez sympathique. Alors c'est un truc qui est très connu, l'oscillateur harmonique, parce qu'on le trouve dans plein de domaines de la physique, et c'est un modèle, vous voyez, qu'on peut complètement résoudre de façon assez simple. Ok. Alors après, il vous parle d'une considération sur l'énergie. Alors tracer l'allure du temps de la position. Ah oui. Il vous parle d'un diagramme de jeu. Vous avez ici une relation. Vous avez ici une relation qui est θ point point. D'accord. Vous avez ici une relation qui doit être θ point que vous avez ici. D'accord. Donc vous avez R oméga θ point mg sinus θ. Hein? Quelqu'un qui rentre. mg sinus égale θ point R θ point des données qui vous est donné ici. Voilà. Entre ici et ici, vous avez à nouveau une relation entre θ point et θ. Alors, le diagramme de je sais plus qui, ça se fait comme ça. Alors, ils aiment bien les faire, ces diagrammes. Vous prenez le diagramme θ et θ point. Alors, ces diagrammes θ et θ point, en fait, quand vous êtes là, ça commence à vous faire, quand vous êtes bien tranquille comme ça, ces diagrammes-là, ils font un cercle. Et là, je fais un carré, donc ça marche pas. Ça marche pas. Bon. Donc quand vous êtes dans un régime comme ça, non, mon cercle n'étant pas un cercle, ça marche pas, mais bref. Vous êtes censé voir un cercle. Alors un cercle, ça veut dire quoi? Ça vous passez ici, vous êtes dans un régime θ est grand, donc vous êtes dans un régime d'énergie potentielle, c'est le moment où votre pendule est tout en haut. Quand le pendule est là. Là, vous êtes dans un régime où θ est minimum, θ point maximal. Vous êtes dans le régime où le pendule est ici. Il est en train de balancer là. Puis là, vous retournez le régime où le pendule est dans un régime d'énergie maximale. Il est là. Et puis là, à nouveau, il est dans un régime d'énergie minimale. Donc, le pendule est d'énergie cinétique maximale. Donc, le pendule est à nouveau comme ça. Et ils tournent l'un sur l'autre. Alors après, ce qui se passe, c'est quand vous avez des oscillations plus ou moins grandes, cette sphère peut se déformer. Dans le plan, il peut passer plus de temps sur l'aspect minimal, plus de temps sur l'aspect maximal, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, quand on a par exemple des oscillations qui sont forcées, on a un diagramme qui peut se déformer complètement, voir le truc peut se coincer en haut, se coincer en bas, ou des choses comme ça. Alors vous avez des perturbations qui sont assez marrantes comme ça. Par exemple, vous avez une cloche qui est en Espagne, paraît-il, je ne sais pas si c'est vrai, où elle est tellement lourde qu'on ne peut pas la faire balancer. Et en fait, en la perturbant verticalement, on la rend chaotique, elle se met sur une orbite fermée. Au lieu de la perturber comme ça, ou la perturber verticalement, et elle sort de son orbite verticale pour aller se mettre sur une orbite où elle tourne comme ça, et elle se met à sonner comme ça. Juste en la perturbant un peu verticalement, c'est le principe de ce qu'on appelle les amplis paramétriques. Donc ils vous disent qu'en utilisant la relation θ carré plus sinus carré est égal à 1, détermine l'expression de la vitesse angulaire θ en fonction de θ point. Donc ça se fait comment? Vous avez ici cosinus θ. Et puis vous avez aussi la relation mg sinus θ est égal. Donc ce qu'il dit, c'est que vous faites la somme des deux au carré. D'accord? Et vous faites 1 au carré plus 2 au carré, vous obtenez simplement que vous avez ça plus ça au carré, ça vous fait mg au carré est égal à r oméga θ point au carré plus r θ point point au carré. D'accord? Et vous obtenez ici la relation qui vous demande entre θ point et θ. D'accord? Donc ça vous fait... Alors après, vous pouvez remonter en θ
avec la relation que vous avez ici